Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15, sommaire de l'actualité. Impasse politique au Burundi. La reprise des discussions entre le pouvoir et l'opposition burundaise n'aura pas lieu ce mercredi 6 janvier à Arusha, en Tanzanie. Le gouvernement a réitéré mardi son refus de participer à cette réunion. L'agriculture, moteur de croissance au Sénégal, les réformes et initiatives se concrétisent. L'ambition est ici d'assurer la transformation structurelle de l'économie, l'autosuffisance alimentaire, le décollage industriel, mais aussi l'émergence du pays dans les prochaines années. La problématique de l'accès au financement, épineuse question pour les médias africains. Nous verrons quelle stratégie comptent adopter les acteurs du secteur face aux mutations actuelles. Mais avant de développer ces titres, sachez que le Premier ministre ivoirien a démissionné sur instruction du président ivoirien Alassane Ouattara. Daniel Kablan-Duncan a présenté mercredi la démission du gouvernement. La demande a été acceptée par le chef de l'État. La formation d'un nouveau gouvernement est attendue dans les prochains jours. Il n'y aura pas de reprise des pourparlers destinés à mettre fin à la crise burundaise. Les discussions devaient normalement se tenir ce mercredi à Arusha, en Tanzanie, avec la médiation de l'Ouganda, mais elles ont été avortées. Timidement relancé fin décembre en Ouganda, le dialogue semble au point mort, comme nous l'explique Zahara Mohamed Moutiou. Pas de reprise des discussions ce mercredi 6 janvier à Arusha, en Tanzanie, entre le gouvernement burundais et l'opposition. Objectif de cette reprise, dénouer la crise que traverse le Burundi depuis l'annonce en avril 2015 de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat présidentiel. La date du 6 janvier avait pourtant été acceptée par l'opposition et le camp du chef de l'État lors de la réunion du 28 décembre 2015 en présence du président ougandais Yoweri Museveni qui mène la médiation. Ce refus des deux parties, d'abord, on peut dire que pour le gouvernement burundais, le refus est une façon aussi de résister à la pression de la communauté internationale. Mais en même temps, il faut dire que ces dates qui n'étaient pas concertées entre l'opposition et la médiation et aussi le gouvernement de la médiation. L'opposition aussi refuse parce qu'elle n'est pas prête. Il y a des modalités, donc la rencontre n'était pas encore préparée. Et espérons que la date du 15 qui est prévue sera la bonne. Avec ce nouveau blocage, le pays s'enlise de plus en plus dans l'impasse. Le président Yoweri Museveni, médiateur désigné par la communauté des États d'Afrique de l'Est, n'en est pas à sa première tentative infructueuse. C'est un échec du médiateur ougandais, le président Museveni. Un échec parce qu'au départ, il avait traîné les pieds et il n'était pas vraiment dans l'esprit de ces négociations, et c'est sous la pression de la communauté internationale, surtout de l'Union africaine, parce que la médiation allait être transférée à Addis Abeba, qu'il s'est mis, il a déterminé une date. Bon, il n'y a pas une bonne méthode de Museveni pour ces négociations, et certains disent même qu'il pourrait perdre cette médiation au profit de l'Union africaine. Depuis avril 2015, cette crise burundaise a fait près de 1000 victimes et 200 000 déplacés. Le gouvernement refuse l'envoi de troupes de maintien de la paix annoncé par l'Union africaine. Le dialogue inter-burundais, qui avait pourtant été relancé le 28 décembre 2015, est de nouveau bloqué. Pour l'heure, aucune autre date n'a été fixée pour sa reprise. Les excellentes performances du secteur agricole se confirment au Sénégal. Le pays semble être en route vers un modèle de transition agricole comparable à celui des pays émergents. La hausse record de 57% de la production agricole en 2015 certifie que les initiatives pour transformer l'agriculture sont judicieuses. Les précisions de Chérif Ousmane Bardonka. Les performances agricoles au Sénégal ont battu tous les records en 2015. Selon les chiffres officiels, la production du riz paddy a augmenté de 64%, passant de 559 000 à 917 371 tonnes, l'équivalent de 100 milliards de francs CFA d'économie sur les importations du pays pour 2016. Cette croissance s'explique non seulement par la bonne pluviométrie en 2015, mais aussi par les efforts consentis par le gouvernement et les producteurs. Depuis plusieurs années maintenant, le Sénégal a adopté un programme national d'autosuffisance en riz. Et à partir de 2014, on a pris l'option d'aller à l'autosuffisance en riz en 2017, avec une contribution de 60% pour l'irrigué et 40% pour le pluvial.
Le gouvernement sénégalais a mis à profit des forts potentiels rizicoles des écologies de plateau et des bas-fonds du pays. Ceci grâce à la mise en œuvre du programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, partie intégrante du PSE, Plan Sénégal émergent. Cette méthode a permis d'augmenter non seulement la production rizicole, mais aussi de faciliter son écoulement sur le marché local. On a demandé au gouvernement de pousser ces commerçants importateurs à porter aussi bien le riz importé que le riz local. Et depuis qu'ils l'ont fait, ce mécanisme-là est bon et permet un bon écoulement du riz sénégalais. La qualité du riz sénégalais s'est nettement améliorée ces dernières années grâce à l'implantation d'unités modernes de transformation. Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire sollicitée en 2017, les spécialistes de la filière rizicole préconisent l'application des mesures prises par le gouvernement. Il s'agit entre autres de la facilitation de l'accès aux équipements, de la création des fermes, de la formation et du financement des producteurs. La Gambie, désormais devenue État islamique, invite les femmes fonctionnaires à couvrir leur tête. Je cite, « Tout le personnel féminin des ministères, départements et agences gouvernementaux n'est plus autorisé à montrer ses cheveux pendant les heures de travail officielles à compter du 31 décembre 2015. » D'après des estimations, rappelons que les musulmans représentent environ 90% de la population gambienne et les chrétiens 8%. Focus à présent sur les médias en Afrique. Quelle stratégie pour assurer leur survie? La question est au cœur de la réflexion des acteurs du secteur. De l'adaptation au numérique en passant par l'innovation, plusieurs stratégies s'offrent aux Africains. Idalat Mirabel-Bissou nous explique lesquelles. L'avenir des médias africains se dessine sur le prisme des stratégies de gestion pour assurer une information de qualité sur le continent. De la presse écrite, en passant par la radio et la télévision, sans oublier Internet, la question de la survie des médias en Afrique se pose avec acuité. Des professionnels de l'information réfléchissent sur les stratégies d'adaptation de contenu et sur les moyens nécessaires pour un tel investissement. Dans un contexte concurrentiel, il devient urgent de trouver une dynamique pour assurer l'avenir de l'information africaine. À travers le cellulaire, à travers toutes les applications, à travers toutes les tablettes, on peut toucher un public plus large, un public plus important au-delà du pays dans lequel le journal est produit et diffusé. Donc les médias africains doivent adapter leur contenu à ces différents supports et répondre présents aux investissements nécessaires pour attirer davantage de lecteurs. La révolution numérique et technologique a fortement modifié le fonctionnement des médias dans le monde, en particulier sur le continent. Avec la multitude de supports, les médias ont l'obligation de s'adapter pour rester dans la course. Cependant, être présent sur toutes les plateformes nécessite un investissement de taille. En dehors des entrées financières que sont les publicités et les annonces, quel peut être le modèle financier pour la survie des médias africains? Le modèle, c'est éventuellement de se regrouper et puis de saisir des institutions. Et au-delà des institutions, de saisir aussi des banques. Il faut que les médias deviennent de plus en plus rentables en Afrique. Pour cela, il faut des projets originaux, des projets inédits. Il faut les soumettre aux banques. Il faut que les banques acceptent de les accompagner. On ne doit pas continuer à tendre la main à la subvention, dépendre uniquement de la vente au quotidien, des publicités régulières ou irrégulières des chaînes, pour les chaînes de télévision ou de radio. Il faut des banquiers, il faut des hommes d'affaires qui ont de l'audace, qui croient aux médias et qui investissent des ressources importantes. Le marché du smartphone en Afrique a connu une croissance de plus de 40% en 2015, avec près de 70 millions de téléphones vendus sur le continent. Selon les experts, 350 millions d'appareils seront connectés d'ici à 2017. Ce boom du marché des téléphones intelligents est une tendance prometteuse pour l'économie numérique du continent. Une aubaine pour les médias africains, selon certains analystes, d'améliorer leur contenu et d'affiner leur stratégie pour gagner le marché du numérique, pour une actualité africaine à portée de main. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.